Voici un épisode consacré à l'analyse et au décortiquage complet de l'électronique d'un de ces fameux compteurs communicants Linky pour comprendre à quoi on a vraiment affaire à la source et tenter d'éclaircir par ce biais quelques points qui, pour beaucoup d'entre nous, ont besoin de plus de transparence. Aujourd'hui, je m'attaque à un sujet un tout petit peu sensible parce que vous n'ignorez sans doute pas que le compteur communicant Linky de Enedis est relativement controversé depuis son annonce officielle en 2015 et les premières installations en 2016. Et d'ailleurs, à titre d'information, voici un graphique que j'ai trouvé sur le site internet d'Enedis et qui montre l'évolution du déploiement de ce compteur dans tout le pays à partir du premier semestre 2016 jusqu'au second semestre 2021. Alors le but de cet épisode est de faire une analyse concrète de son système électronique avec des explications à la clé pour comprendre en toute objectivité à quoi on a vraiment affaire et tenter de clarifier les choses pour nous autres usagers. Donc je ne suis pas là pour débattre des inconvénients et des avantages du Linky, je laisserai plutôt ça à d'autres. Mais d'abord je voudrais juste mettre 3 ou 4 petites choses au clair. Ma position dans cette vidéo sera toujours neutre et objective, sinon je ne vois pas trop quel intérêt elle aurait. Donc je ne suis ni à la solde des anti-Linky, ni de Enedis, ni même d'un fabricant du compteur. D'ailleurs, à vrai dire, je n'ai pas encore d'avis qui soit positif ou négatif sur le compteur parce que je n'ai pas encore fait les analyses et j'attends de les avoir terminées pour me prononcer. Ensuite, je précise que j'ai choisi de ne pas monétiser cette vidéo, donc je ne toucherai pas un seul centime sur les vues. Comme ça, on ne pourra pas m'accuser de me faire de l'argent sur le dos des uns et des autres par rapport à un sujet aussi polémique que celui du Linky. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai autant envie que vous de savoir à quoi j'ai vraiment affaire avec ce compteur, et je ne demande rien de particulier en retour, si ce n'est évidemment de la partager si vous la jugez intéressante et utile. Troisième point pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ne connaissent absolument rien à cette chaîne YouTube, sachez qu'il est essentiellement question ici de microélectronique, de semi-conducteurs et d'électronique numérique, donc le Linky a parfaitement sa place dans mon labo pour l'étudier. Et enfin, dernier point, si vous posez la question, non, je n'ai pas arraché du mur le Linky qui était installé chez moi, je suis quand même pas aussi extrême. Il se trouve qu'une personne qui suit régulièrement cette chaîne et qui est restée totalement anonyme, je ne connais que son pseudo, m'a proposé de m'en fournir un pour les besoins. Alors, je ne sais pas comment il se l'est procuré, et d'ailleurs je lui ai même pas demandé parce que je m'en moque. La seule chose que je sais, c'est que ce compteur Linky n'a jamais été installé chez un particulier depuis qu'il est sorti d'usine. Voilà, donc je ferai une conclusion objective sur cette étude technique à la fin de l'épisode. Donc ceux qui ne veulent pas suivre l'analyse sur l'électronique et qui veulent directement se rendre à la conclusion, j'ai inscrit ici et plus bas dans la description le timing auquel vous devez vous rendre. Et comme je ne veux pas non plus que cet épisode dure trop longtemps, je tâcherai de le maintenir en dessous de la demi-heure, conclusion comprise. Ça sera donc du concentré technique jusqu'à la conclusion. Vous êtes prévenus. Un détail important concernant la fabrication de ce compteur Linky. Ça n'est pas Enedis qui fabrique les 35 millions de compteurs à déployer sur le territoire, ce sont 6 fabricants industriels privés, Itron, Sagemcom, Landis+Gyr, Elster, Ziv et Cahors. Ils ont bien entendu l'obligation de respecter strictement le cahier des charges techniques élaboré par les ingénieurs d'Enedis, mais ils sont libres de faire leur propre design électronique et d'utiliser les composants de leur choix, ce qui leur permet de garder la propriété industrielle de leur appareil. En résumé, un Linky fabriqué par Itron n'a pas le même design que celui fabriqué par Sagemcom, qui n'a lui pas non plus le même design qu'un Elster, etc. Voilà, maintenant je vais pouvoir vous expliquer le principe de fonctionnement du Linky tel que Enedis l'a prévu. Le Linky vient donc prendre la place de notre traditionnel compteur électrique. Il est là pour déterminer localement la consommation de courant du foyer 24 heures sur 24. Les données collectées en continu sont toujours cryptées mais ne sont transmises qu'une fois par jour par courant porteur en ligne vers un des concentrateurs situés dans le transformateur de quartier, aussi appelé poste de distribution. Ces données sont ensuite transmises par onde radio GPRS, qui est une norme dérivée du GSM, vers le centre de supervision de Enedis, qui est un centre informatique à base de serveurs, à partir duquel les données vont être décryptées et traitées. À propos de la terminologie que je vais employer, lorsque je parlerai de ligne fournisseur, ça sous-entendra la ligne électrique côté Enedis, donc celle qui nous fournit le courant. Et par opposition, quand je parlerai de ligne client, ça sous-entendra celle de l'usager, c'est-à-dire la ligne électrique qui est installée dans nos foyers. Alors c'est parti. Étant donné que ce Linky monophasé n'est pas verrouillé, vous pouvez voir l'absence de plombage ici, le plastron se retire très facilement. Sur la partie inférieure se trouve le couvre-borne et son verrou en plastique qu'il suffit de faire pivoter pour déverrouiller.
Le couvre-borne se déclipse ensuite sans problème. Il y a quelques inscriptions à l'intérieur, on va y revenir. Nous avons ici le bornier de puissance auquel vient se raccorder le réseau électrique fournisseur et client et un emplacement pour le fusible cylindrique ici. Le couvre-borne a la particularité d'avoir cette longue encoche qui vient s'insérer dans cet emplacement au fond duquel se trouve un micro-switch qui est là pour informer Enedis si le cache borne est retiré ou pas. Au dos du plastron se trouve la description des 4 éléments de raccordement. Ici pour la téléinformation client filaire et l'alimentation pour un émetteur radio ERL. Ici un asservissement pour commander des appareils électriques type ballon d'eau chaude par exemple. Ici phase neutre fournisseur et neutre phase client qu'on retrouve sur le bornier de puissance. Et pour finir un bornier Euridis qui est une interface locale de paramétrage réservée à Enedis. Les 4 vis qui retiennent le panneau frontal sont retirées, je vais donc pouvoir l'extraire en déclipsant cette encoche. Le tout se retire aussi très facilement et nous révèle le circuit et tout le système électronique. Ceci est un petit conduit translucide qui permet de faire remonter à la surface du plastron la lumière émise par la diode électroluminescente qui se trouve ici. Maintenant que le circuit est exposé, on voit plus clairement à quoi ressemble le bornier. Ici le fusible, ici les 2 touches de défilement des données, la borne téléinfo client, la borne Euridis, l'afficheur LCD. On va bien entendu passer tout ça au crible avec le reste des composants. Mais pour me permettre d'aller plus loin, je dois d'abord retirer le bloc de son socle en plastique. Il n'y a rien de particulier derrière, et on constate que la face arrière du circuit imprimé est dénuée de tout composant, il n'y a que des pistes et des vias. En accéléré, je déploie les éléments de ce bloc pour avoir accès à tous les composants et pouvoir ainsi étudier la configuration électronique de sa circuiterie. Ce sont essentiellement des encoches qui retiennent les pièces les unes par rapport aux autres, le tout se démonte très facilement. Alors déjà on observe qu'il y a sur ce circuit une partie inférieure très analogique et une partie supérieure très numérique. Et ça fait sens puisque la haute tension et le courant alternatif fort sont présents à ce niveau avant d'être filtrés, redressés, atténués puis régulés pour alimenter les différents rails des tensions utilisées dans la partie numérique où se trouvent les circuits intégrés, processeurs, ADC, microcontrôleurs, etc. J'observe maintenant au microscope la tranche du circuit imprimé qui a une épaisseur nominale de 1,6 mm pour tenter d'en déduire le nombre de couches internes de cuivre dont elle est constituée. C'est plus à titre de curiosité qu'autre chose, mais il faut savoir que le nombre de couches sous le masque est révélateur de la complexité du système, notamment pour les circuits de petite taille. Dans le cas de ce circuit, j'opterai pour une construction multicouche à 6 couches. Les strates blanches ici sont des couches de stratifiés et pas les couches de cuivre, qui sont elles distribuées comme le montre plutôt ce schéma. Voici le switch qui sert à détecter que le cache-borne plombé a été retiré, ce qui avertirait Enedis d'une potentielle tentative de fraude. Pour mieux observer sa conception, j'ai découpé une partie du boîtier de l'organe de coupure qui est ce relais électromagnétique de forte puissance pouvant encaisser jusqu'à 100 A et qui est la pièce maîtresse du disjoncteur interne de ce Linky. Et sa conception est plutôt de très bonne qualité. Cette partie argentée est le shunt de mesure qui est une résistance calibrée de très faible valeur et donc de très faible impédance et qui va servir à mesurer le courant qui la traverse. Pour ça, il suffira de mesurer la tension à ces bornes et d'utiliser la loi d'Ohm pour en déduire le courant. Et justement, le circuit intégré en charge de calculer cette fonction est ici, juste à proximité. Il s'agit d'un microchip MCP3911 en boîtier SSOP que vous voyez là en gros plan, et qui inclut aussi une interface SPI pour communiquer directement avec le processeur central et lui transmettre ses données, notamment le calcul des puissances actives, réactives et apparentes avec une importante précision. Et vous constatez que les 2 pistes différentielles ici, au centre, sont tracées depuis les bornes du shunt que l'on voit en très gros plan. Ce composant rouge est une varistance qui protège contre les surtensions et à côté se trouve un condensateur polypropylène suppresseur d'interférence. L'ensemble des composants que vous voyez là est responsable de la couche PHY du CPL avec en son cœur ce circuit d'entrée analogique CPL Texas Instruments AFE030 en boîtier QFN 48 broches qui possède à lui tout seul toute la panoplie des fonctionnalités nécessaires. Pour résumer sa tâche en quelques mots, il s'agit d'assurer les opérations analogiques, entre autres la transmission et la réception des signaux envoyés par le microcontrôleur externe. Et autour de cette AFE030, vous pouvez voir pas mal de diodes de puissance et de composants passifs, notamment des inductances et aussi ce petit transfo en haut à droite qui lui sert d'interface avec le 230 volts.
Et justement, puisqu'on parle du microcontrôleur externe, le voici, c'est encore un composant Texas Instruments, un TMS 320F en boîtier LQFP de 48 broches, avec son quartz ici en gros plan, cadencé à 120 MHz. Il a un cœur de 32 bits, architecture bus Harvard, de la mémoire flash et de la RAM, beaucoup de fonctionnalités internes, et qui est là pour exécuter la pile logicielle de communication associée au protocole CPL du Linky. J'ai identifié ici une EEPROM compatible en bus I2C qui communique avec le TMS 320F pour le stockage des données temporaires. Par contre, je n'en connais pas la nature. Ce petit bloc de composants semble avoir la configuration d'un oscillateur local. Voici en gros plan la diode électroluminescente qui clignote avec une fréquence fonction de la puissance consommée, et ce boîtier SN74HC00 contient 4 portes NAND indépendantes à 2 entrées, dont la proximité au processeur principal n'est sans doute pas anodine. Le CPU du Linky est donc celui-ci, un SoC ARM monocœur basé Cortex M3 cadencé à 116 MHz. Il embarque 1 mégaoctet de mémoire flash, 132 kilooctets de RAM, 3 convertisseurs analogiques digital, 15 interfaces de communication jusqu'à 17 timers, de nombreux ports entrée-sortie et toute une armada de fonctionnalités complémentaires dont la gestion directe de l'afficheur LCD. Et juste à proximité de lui se trouve une mémoire flash de 2 mégaoctets prévue pour avoir une rétention de données de plus de 20 ans. Il s'en sert pour stocker les logs, c'est donc dans ce boîtier que sont périodiquement stockées nos mesures de consommation collectées en temps réel. Ce pointeur vert montre le quartz SMD qui cadence le CPU à une fréquence que je mesurerai ultérieurement, tandis qu'à gauche se profile un étage de conversion continu-continu et de régulation de tension. Cette région du circuit imprimé regroupe les composants qui définissent l'alimentation à découpage intégrée au Linky et dont le but est de fournir l'énergie basse tension à l'ensemble des autres composants. Elle est conçue autour d'un circuit de commutation autonome à haute efficacité et faible consommation LinkSwitch LNK 364. À lui tout seul, il dispose de pas mal de caractéristiques, notamment un transistor MOSFET haute tension, un oscillateur, un contrôleur de commutation simple, une source de courant commutée à haute tension, un variateur de fréquence, un limiteur de courant multicycle, un rupteur de circuit en cas de surchauffe, etc. Le choix de ce composant est donc plutôt judicieux pour ce type de compteur. On trouve bien entendu autour de cette puce le schéma classique d'une alim à découpage avec entre autres varistance, résistance de précision, inductance, transformateur, diode et transistor de puissance, condensateur électrochimique, etc. Je n'ai pas cherché à mesurer avec précision l'efficacité de cette alimentation car les puissances en jeu sont relativement faibles, elles sont que de quelques watts, mais il semblerait que l'on se situe autour de 70% de rendement. Et justement, en parlant de condensateur électrochimique, voici celui qui fait office de réservoir d'énergie pour une tension de 450 volts et d'une capacité de 33 microfarads. Et je n'aurais pas nécessairement fait le choix de cette marque low cost Samoa, surtout pour un appareil censé être continuellement sous tension durant de longues années. Même chose pour celui-ci qui est utilisé pour le filtrage, il est de marque Jamicon, parmi les moins chers du marché, donc la raison de ce choix me semble plutôt économique. Passons rapidement sur la platine contenant les boutons de défilement et 2 borniers. Pas grand chose de particulier à dire si ce n'est la présence de cette pile au lithium Texel de 3,6 volts pour 1200 mAh, dont le but est de maintenir sous tension l'horloge interne en cas de coupure électrique générale du compteur. Au vu de son datasheet, c'est un choix plutôt pertinent qui devrait pouvoir passer la barre des 20 ans avant de ne plus avoir suffisamment d'énergie pour faire le job, sachant que la consommation de cette horloge n'est que de quelques microampères. Pour le reste des composants, c'est essentiellement pour du filtrage et du routage de courant. Et au dos de cette carte, on distingue ce qui semble être le plan de masse local qui a ici une forme plutôt singulière. Et j'imagine que cette encoche de 2 mm de large joue le rôle d'isolation principale pour respecter la norme en vigueur selon la tension pratiquée, ce qui est plutôt rassurant. Alors pour conclure cette première partie concernant l'analyse de sa circuiterie, je me suis risqué à un schéma fonctionnel très simplifié de ce compteur Linky après avoir effectué une rapide passe de rétro-ingénierie. Bien entendu, il reflète le principe de fonctionnement par rapport au compteur en ma possession, mais qui, encore une fois, est basé sur un cahier des charges imposé par Enedis. J'ai ajouté quelques notes en surimpression pour plus de compréhension. Voilà, on va maintenant se mettre en configuration de test. Le Linky est sous tension, la LED de consommation clignote lentement. Au niveau du câblage, j'ai relié les bornes phase et neutre côté fournisseur à l'arrivée du courant dans mon labo puisque c'est comme ça que s'installe le compteur. Les bornes phase prime et neutre prime côté client sont-elles reliées à une charge qui, en l'occurrence pour les besoins du test, est ce chauffage mobile de 2000 watts max à puissance graduelle. Je vais utiliser ma pince ampérimétrique pour mesurer la consommation.
Le câble de phase est entre ces mâchoires, aucune charge n'est encore utilisée, donc la puissance apparente est nulle, mais la pince indique une valeur entre 100 et 200 mA. Sauf que ça n'est pas vraiment révélateur car elle ne sait pas mesurer des courants inférieurs à 100 mA. Dans un instant, je referai la manip en utilisant cette fois une sonde de courant et on sera fixé. J'allume donc le chauffage à son premier niveau de puissance et on voit que la puissance apparente monte à environ 800 VA pour une consommation de 3,7 A, sachant qu'au moment du test, la tension d'entrée dans mon labo était de 215 volts, on est sur une valeur mesurée plutôt cohérente. Deuxième niveau de puissance du chauffage, une puissance apparente qui grimpe à 910 VA pour 4,2 A. Troisième niveau de puissance, cette fois la charge consomme à pratiquement 8 A et la puissance apparente se stabilisera autour de 1680 VA. Alors je refais maintenant le test en utilisant cette fois une sonde de courant branchée sur mon oscilloscope, la voici, ce qui nous permettra d'avoir des valeurs plus précises et plus visuelles. Et à vide, on peut donc constater que le Linky consomme environ 70 mA, c'est un petit peu plus que ce que j'avais imaginé. Je positionne la caméra pour avoir une vue d'ensemble sur l'écran de l'oscillo et j'allume le chauffage à son premier niveau. Le courant alternatif est visible à l'écran et il est drainé 4 A. Deuxième niveau de puissance, on passe à 4,6 A. Troisième niveau de puissance, la consommation grimpe finalement à 8,3 A. Il y a un peu de clipping sur la courbe sinusoïdale car j'avais limité la bande passante de la sonde à 500 kHz au lieu des 5 MHz sur tout le spectre. L'appui simultané sur les deux boutons de commande nous permet de passer en mode maintenance et nous donne notamment des infos sur l'état synchronisé ou pas du compteur avec son concentrateur Enedis. Si on fait défiler, on obtient davantage d'informations techniques diverses, notamment en rapport avec le CPL. J'ai là une charge qui consomme autour de 1030 VA en puissance apparente et je vais maintenant tester la borne téléinformation client. Je l'ai raccordé à une interface USB spécifique qui me permet de monitorer les données en sortie à partir d'un PC et d'un terminal série. Et quand j'ouvre le port dédié, je peux voir l'ensemble des informations transmises en clair et en temps réel par le Linky à cette borne TIC. Alors ce sont bien les données brutes, il faut un logiciel dédié ou un système domotique compatible avec les compteurs Enedis pour les interpréter et pouvoir les exploiter dans la gestion du suivi de la consommation dans le foyer. Certaines informations sont relativement compréhensibles à la lecture. On constate aussi que c'est cyclique, ce qui n'est pas surprenant puisque c'est mis à jour chaque seconde. Petite curiosité passagère, j'ai cherché à comprendre à quoi pouvait servir le signal mesuré aux bornes de cette inductance avec ma sonde différentielle connectée sur l'oscilloscope. Ce signal est produit par le petit circuit un peu isolé que vous voyez à l'image et il oscille à une fréquence de 1,66 MHz. J'ai également mesuré quelques-uns des rails de tension qui circulent sur la portion numérique du Linky. On trouve du 3,3 volts. Je suppose que celui-ci est le rail 5 volts bien qu'il soit en dessous mais toujours dans les specs. Et un 1,8 volts probablement utilisé pour alimenter les cœurs du CPU. Je vais maintenant réaliser quelques mesures thermiques avec ma caméra Fleur E4 qui a été mise à jour pour avoir les specs de la E8. Alors on se rend compte rapidement que les températures maximales relevées et qui sont dégagées par les composants ne dépassent pas les 36 degrés, sachant que la température ambiante du labo est de 22 degrés. Je précise que le circuit est traversé par une consommation de 1900 watts depuis plus d'une heure. La température donnée en haut à gauche est celle située au niveau de la croix centrale, et sur la droite vous avez les températures min en bas et max en haut. Les points chauds sont au niveau du transistor de puissance MOSFET de la ligne à découpage, donc rien d'anormal, et aussi du microcontrôleur TMS 320F. Au niveau du bornier et de l'organe de coupure, on est dans les températures basses, normales aussi, il n'y a que 8 ampères qui passent par là, je rappelle qu'il est calibré pour en encaisser 90. Si je me décale sur la platine secondaire, il n'y a rien de particulier à signaler, on est en dessous de 31 degrés. Donc en résumé, voici la correspondance des points chauds trouvés par rapport aux composants sur le circuit et on est dans des valeurs très largement acceptables. Une fois installé dans un foyer et avec une consommation moyenne de 5 à 6 kWh, on ne devrait pas avoir plus de 15% de dégagement thermique en plus. Et je ne pouvais bien entendu pas finir ces analyses sans me pencher sur les émissions électromagnétiques produites par le Linky. C'est donc ce que nous allons voir à partir de maintenant. Je dispose dans mon labo de 4 analyseurs de spectre et de plusieurs sondes de champ proches. Le premier est ce récent Siglent dont la bande passante va de 9 kHz à 3,2 GHz. Ensuite il y a ce HP déjà utilisé dans de précédents épisodes.
Un analyseur de spectre portatif Spartan de la marque allemande Aronia avec une bande passante qui va de 1 Hz à 1 MHz, ce qui est parfait pour le Linky. Une panoplie de sondes de champ proche de la même marque qui couvre de 1 Hz à 6 GHz. Et enfin, un ancien analyseur Rohde & Schwarz avec une bande passante assez folle de 100 Hz à 26,5 GHz. Je vais déjà commencer par balayer le circuit avec la sonde la plus large et la plus sensible, mais la moins précise pour capter les signaux sur un rayon de 5 cm par rapport au centre. On perçoit immédiatement une activité électromagnétique autour du CPU dans la bande des 200 MHz avec beaucoup d'harmoniques, mais dont l'amplitude n'est pas non plus démentielle puisqu'on tourne autour de moins 30 dBm. Ça diminue un petit peu quand je passe au-dessus du microcontrôleur et du circuit CPL. Alors juste pour info, le pic que l'on voit de façon périodique ici à 2,4 GHz n'est pas émis par le Linky mais par mon routeur Wi-Fi qui est pourtant à 4 mètres de distance, mais bien entendu la sonde le capte. Pas non plus de pic significatif en rapport avec l'alimentation. Et vous voyez que l'activité s'amplifie à nouveau quand je reviens vers le CPU. J'utilise maintenant la sonde 25 mm, un peu moins sensible mais plus précise, et j'ai centré l'analyse du spectre autour de la bande de 200 MHz avec un span de 400 MHz, et je survole volontairement les composants à quelques millimètres sans pour le moment chercher à mesurer les pics d'amplitude. Beaucoup d'harmoniques sont naturellement engendrées. Pour rappel, les harmoniques sont les fréquences multiples de la fréquence fondamentale qui est elle-même l'harmonique de rang 1. Je me sers maintenant d'une sonde encore plus précise pour mesurer la fréquence des deux principaux circuits intégrés cadencés par leur quartz, et on retrouve sans problème les 116 MHz du CPU avec la fondamentale qui ressort autour de moins 50 dBm. Et je me déplace ensuite vers le microcontrôleur TMS320F pour repérer à son tour sa fréquence de cadence qui ressort bien à 120 MHz sur le marqueur numéro 1. Maintenant on va s'intéresser au courant porteur en ligne du Linky. Pour rappel, la technologie CPL consiste à utiliser le réseau électrique pour propager les signaux par conduction dans les câbles électriques. Pour ça, on couple un signal haute fréquence au signal 50 Hz du réseau afin de le propager sur l'installation électrique et être reçu par tous les récepteurs CPL connectés à ce même réseau. Et bien que ça ne soit pas un réseau radioélectrique, il persiste toujours dans les câbles des ondes rayonnées non intentionnelles dues à la modulation du courant. Mais ces débordements sont réglementés de façon à ne pas perturber outre mesure leur environnement électromagnétique. Le Linky en ma possession date de 2016, il exploite le CPL G1. Depuis 2017, les Linky utilisent le CPL G3. Pour ceux que ça intéresse, voici un tableau qui résume les caractéristiques techniques de ces deux normes, mais vous trouverez aussi facilement des tas d'informations techniques sur internet. Il faut savoir que dès qu'un Linky est mis sous tension, il cherche immédiatement à contacter son concentrateur par CPL pour y être appairé et synchronisé afin de pouvoir ensuite faire son travail. Et ça se traduit par l'émission de petits signaux cycliques que l'on peut entendre par démodulation avec un simple récepteur radio en grandes ondes, et voici ce que ça donne. On va donc chercher à mesurer ce rayonnement électromagnétique sur les porteuses 63 et 74 kHz de ce G1, et pour ça je vais employer mon analyseur de spectre Spartan, très efficace dans la bande des basses fréquences et qui est ici connecté à mon PC portable. Vous voyez en haut à droite une liste de 5 marqueurs par ordre de valeur décroissante qui sont mis à jour à chaque span de l'analyseur de spectre, et vous pouvez observer qu'on dépasse rarement les 2000 picotesla, ce qui équivaut à 0,002 microtesla, donc une très faible valeur, et la sonde n'est placée qu'à 10 cm du circuit. Voilà un histogramme visuel de ce que ça donne dans le temps, et on est bien sûr centré sur 63 kHz. Je pense qu'il serait intéressant de faire la comparaison avec 2 ou 3 boîtiers CPL grand public que l'on utilise pour transporter le signal internet d'un endroit à un autre de la maison, et qui fonctionnent sur des bandes de fréquences beaucoup plus importantes. Ce boîtier D-Link par exemple est un de ceux qui est installé chez moi. Je n'avais jamais cherché à le mesurer avant, mais je constate qu'il a plutôt un rayonnement faible. La liste des marqueurs fait apparaître des amplitudes variant de moins 40 à moins 60 dBm. Autre boîtier CPL de marque Netgear cette fois, activité électromagnétique bien visible. Les amplitudes mesurées sont globalement un peu plus élevées tout en restant convenables. Un dernier test avec ce boîtier Devolo, qui est incontestablement le plus rayonnant des trois. Et pour finir, autre appareil que je n'ai jamais cherché à mesurer auparavant, il s'agit d'un répétiteur Wi-Fi grand public dans la bande des 2,4 GHz et à 10 cm, il émet un signal à 10 dBm, soit 0,01 W, avec un champ électrique d'environ 75 volts par mètre.
Et là, vous voyez les valeurs à 1,50 m environ. Bon voilà, je pense avoir fait suffisamment le tour de la question technologique de ce compteur. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai analysé sa circuiterie, j'ai identifié l'essentiel de ses composants, j'en ai déduit un schéma fonctionnel et j'ai aussi fait des mesures électriques, électroniques, électromagnétiques et même thermiques alors qu'il supportait une charge d'environ 2000 watts. Et je ne l'ai pas montré dans la vidéo pour ne pas la rendre encore plus longue, mais j'ai également fait des analyses complémentaires sur la décomposition du signal transporté par le courant porteur en ligne. Bref, voici en vrac tout ce que je peux dire de façon factuelle basée sur mes résultats. Il remplit le rôle d'un compteur électrique muni d'un disjoncteur mais qui ne prend pas en compte la fonction AGCP, appareil général de coupure principale, dont il ne remplace pas le disjoncteur différentiel. Il mesure précisément la quantité de courant consommé qui passe par lui, il la stocke dans sa mémoire et la communique une fois par jour entre minuit et 6 h du matin à un concentrateur Enedis distant via le courant porteur en ligne. Par contre, je constate que la position du champ de mesure est en amont du circuit, donc techniquement, ça voudrait dire que le calcul de la consommation globale inclut la consommation propre du Linky. C'est donc à confirmer. Il reçoit des commandes ou requêtes distantes via le courant porteur en ligne et renvoie en retour les résultats. Il est donc communicant dans les deux sens, et c'est aussi par ce bien-là que son firmware est mis à jour pour faire évoluer son logiciel. Il n'est programmable que par CPL ou localement avec un appareil mobile spécifique propriété d'Enedis. Il est en mesure d'avertir immédiatement Enedis en cas de coupure de courant ou de tentative d'ouverture du cache-borne plombé pour éviter d'éventuelles fraudes. Il n'y a que la ligne fournisseur qui est utilisée pour transporter les données numériques cryptées, aucun signal n'est transporté volontairement à travers la ligne client. Par contre, ce signal rayonne partiellement son énergie dans les câbles électriques du foyer, mais la puissance d'un signal diminuant avec le carré de la distance, il se perd dans le bruit inférieur à moins 70 dBm, à moins d'1 mètre du Linky. Il est par exemple impossible à mesurer à 80 cm du boîtier. Un Linky peut aussi être collectant et servir de répéteur pour amplifier et relayer des Linky voisins situés un peu trop loin du concentrateur. En revanche, ce que je n'ai pas pu mesurer, c'est la fréquence du trafic entre le Linky et son concentrateur puisqu'il n'était pas synchronisé, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. La seule hypothèse que je peux émettre, c'est que ce trafic ne doit pas être négligeable dans la mesure où il y a nécessité de surveiller ce réseau en grappe de tous les Linky. Techniquement, il me paraît évident qu'ils sont tous consultés plusieurs fois par minute, et si c'est le cas, ça doit engendrer quand même beaucoup de trafic sur CPL. Voilà pour un résumé, et comme vous l'aurez aussi constaté, je n'ai trouvé ni caméra, ni micro caché, ni même composant qui serait susceptible d'exploser ou de prendre feu si jamais il était trop sollicité. Et d'ailleurs, à propos d'incendie, je vous recommande le rapport d'un laboratoire indépendant à propos des incendies d'origine électrique. Le lien sera dans la description. Il y a un petit passage sur le Linky qui est plutôt assez intéressant. Bref, je trouve que pour un appareil qui utilise le courant porteur en ligne, il est globalement pas si polluant que ça et il respecte assez largement les spécifications qui répondent aux normes en vigueur. Et d'ailleurs, je vous ai montré la comparaison avec 3 autres boîtiers CPL grand public et finalement le compteur Linky qui est en ma possession est le moins rayonnant des 4. Alors bien sûr, vous pourrez me rétorquer que n'étant pas synchronisé avec un concentrateur Enedis, il ne pouvait pas générer un trafic équivalent à celui d'un compteur Linky qui est déjà installé et synchronisé. Sauf que voilà, j'ai fait avec ce que j'avais, et si Enedis veut bien me faire parvenir un Linky synchronisable avec un modem et un certain nombre de scripts de leur cru, je serai tout à fait preneur. Et je terminerai ma conclusion en exprimant cependant une inquiétude sur un sujet éthique que je souhaiterais évoquer. Pour moi, ce n'est pas le compteur en tant que tel qui me pose fondamentalement problème, c'est plutôt de savoir ce qu'Enedis va vraiment faire de l'ensemble de la masse de données qu'il collecte avec, et qui représente finalement une mesure plutôt exacte des mouvements électriques qui viennent de chez nous. Il faut quand même savoir que chaque jour, le Linky collecte une courbe de charge de plusieurs milliers de points de mesure. Et mathématiquement, ça devient très intéressant, surtout quand c'est cyclique. Avec de bons algorithmes d'intelligence artificielle derrière, on est capable d'en déduire pas mal de choses intéressantes, et je sais de quoi je parle. Enedis nous assure que nos données personnelles nous appartiennent et qu'ils ne peuvent pas les vendre. Ok, soit, je pense que là-dessus, on peut tout à fait les croire. Mais ce n'est pas nécessairement ces données-là qui pourraient être amenées à vendre, mais plutôt l'intelligence statistique produite à partir de ces données. Regardez Facebook, ils ne vendent pas les informations que l'on poste sur nos pages, eux ils vendent l'intelligence qu'ils sont capables de générer à partir de toutes ces données. Même chose pour Google, Amazon ou Microsoft, et d'ailleurs c'est un peu le propre du Big Data. Donc je m'interroge et je me demande si le Linky ne va pas finalement être l'occasion pour Enedis de rentrer à leur tour dans la cour des grands du Big Data.
Alors je suis pas en train de dire que c'est ce qui risque d'arriver, mais à mon humble avis, je pense que c'est plutôt ça qui est à craindre que les émissions électromagnétiques de leur boîtier vert fluo. Et bien voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. En tout cas, j'espère qu'elle aura contribué à mieux éclairer la lanterne de certains d'entre vous. À bientôt!